Bonjour Loïc Penn. Bonjour. Donc nous sommes en direct de l'Oise. Quelle est la situation à ce jour dans l'Oise ? On aurait pu s'attendre à pire, mais c'est en train d'évoluer. Jeudi dernier, on faisait le constat qu'on était en tension, mais pas débordé. Mes collègues qui ont travaillé ensuite me disaient que ça montait, en fait, que maintenant on avait quand même des problèmes de place et qu'on avait été contraint à confiner des gens au sein des urgences. Alors on a appris le décès d'un de vos confrères. Est-ce que vous pouvez nous en parler Pas personnellement, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. La difficulté, elle est évidemment d'abord pour sa famille, mais ça c'est une évidence. Après, elle est aussi pour les équipes soignantes qui travaillent avec lui. J'imagine qu'ils l'ont très mal vécu. C'est quelque chose qui est assez terrible. Et puis pour ceux qui travaillaient pas avec lui, comme moi, ceux qui ne le connaissaient pas, ça nous renvoie quand même à notre propre mortalité et au fait qu'il faut pas prendre à la légère les choses. Alors, on l'a dit à de multiples reprises, ce virus, c'est pas celui qui a la létalité la plus dramatique à laquelle on pouvait s'attendre, mais en même temps, il va toucher beaucoup de monde. Et donc, même une létalité propre du virus, pas monstrueuse, sur beaucoup de monde, ça fait beaucoup de morts. Et les soignants sont pas épargnés, sont pas des surhommes ou des surfemmes, c'est pas les héros invincibles qu'on a pu décrire, c'est comme tout le monde, c'est-à-dire que ils sont confrontés à la maladie, au risque, et donc il y a un enjeu à ce qu'ils soient particulièrement protégés. Alors aujourd'hui, on vous retrouve sans la blouse blanche. Oui, je suis confiné aujourd'hui parce que je ne travaille pas aujourd'hui, donc je suis comme tout le monde en confinement. J'arrête pas de dire qu'il faut le faire, je m'applique les mêmes règles à moi-même. Mais bon, j'y retourne demain. Alors demain, je ne serai pas aux urgences, mais je travaillerai en centre pénitentiaire, puisque j'ai une double activité. Alors concernant les centres pénitentiaires, quelle est la situation ? On a compris qu'il y avait quand même un peu une ambiance de surchauffe dans les prisons actuellement. Après, c'est des gens qui sont déjà emprisonnés, donc le confinement, ma foi, il est plus simple. En même temps, ça veut dire qu'ils n'ont plus de parloir, ils ne voient plus leur famille. C'est pas des choses simples à vivre, l'emprisonnement. Il faut malgré tout que nous, on continue à apporter des soins à ces patients, aux détenus. Si de toute façon, au-delà des polémiques que j'entends souvent, quand même, ils sont bien traités, non. Là, à titre personnel, la prison, c'est dur. C'est une sanction. C'est normal que ce soit pas simple, mais qu'on ne pense pas que c'est un hôtel 4 étoiles. Il est déterminant que ces patients aient les mêmes soins, les meilleurs soins qu'on puisse apporter, comme au reste de la population. De toute façon, il faut être clair, si on ne soignait plus... parce que on peut entendre des choses utilisant tous les médecins, y compris les médecins qui sont à leur poste de travail, que ce soit aux urgences, en ville, dans les prisons. Si on n'occupait pas les postes qu'on occupe habituellement, on créerait une catastrophe. Parce que si les détenus, par exemple, ne sont pas soignés, finalement, ils iront aux urgences. Et donc, ils encombreront encore. Pareil, si les médecins de ville ne s'occupent plus de leur patientèle pour ne faire que du Covid, les patients qui habituellement vont mal, vont décompenser, iront aux urgences. Donc, il faut qu'on garde ce système de soins tel qu'il est fait, qu'on mette en plus des capacités à voir les patients Covid. Alors, le médecin généraliste en voit beaucoup, mais on pourrait imaginer, une de mes collègues l'évoquait, le fait que elle est embêtée parce que, on peut faire des plages horaires pour voir les patients Covid et non Covid, mais c'est pas simple. Mais elle est embêtée parce qu'elle a des patients qui viennent avec une suspicion de Covid dans son cabinet, et dans sa salle d'attente, il y a des gens fragiles. Et donc, elle disait, mais est-ce qu'on ne peut pas organiser finalement un centre de consultation où les médecins généralistes donneraient une journée chacun pour se relayer, pour ne plus croiser ces populations ? Parce que comme le confinement, c'est ça l'enjeu. Essayer que les gens qui sont aujourd'hui touchés, positifs au Covid, ne rencontrent pas les autres, et particulièrement pas les gens fragiles. Alors, la semaine dernière, jeudi dernier, nous étions avec vous aux urgences de Creil. Vous nous expliquiez qu'à ce moment-là, jeudi dernier, il n'y avait pas tant de monde que ça qui se présentait aux urgences, et tant mieux, et que vous étiez encore dans une situation relativement calme. Qu'en est-il depuis ? Alors là, c'est indirect, puisque j'ai appelé mes collègues pour savoir, mais la situation est plus tendue. Alors, on est toujours sauvé par ce circuit Covid qu'on avait évoqué avec Jean-Jacques Pic, c'est-à-dire
la capacité à ce que les patients qui sont suspects d'un Covid ne soient pas vus aux urgences, là encore pour ne pas croiser les gens les plus malades, mais soient vus sur un circuit dédié qui permette qu'on n'étende pas la contamination et qu'on prenne en charge avec des gens, on disait, compétents et qui sont revenus assez spontanément aider à la prise en charge. Voilà, des retraités, des libéraux, des médecins dont ce n'est pas habituellement le travail. Enfin voilà, on avait évoqué tout ça. Donc les urgences sont soulagées de cette partie, c'est ce qui nous sauve. Et puis c'est une logique de non-contagion. Au début, on avait beaucoup moins de travail parce que les patients avaient peur de venir. Alors attention d'ailleurs, parce que un collègue de Compiègne me racontait qu'ils avaient vu un patient en arrêt cardiaque qui avait attendu 3 jours avec une douleur thoracique, de peur de venir aux urgences, de peur de la contamination. Si on a d'autres pathologies, il faut venir aux urgences. Faut pas... Voilà, c'est pas pour les petits bobos, on est tous d'accord, mais par contre, quand on n'est pas bien, quand il y a quelque chose d'inhabituel, il faut venir. Donc, faisons pas de passer de messages qui seraient contre-productifs, parce que on pourrait avoir d'autres choses que le Covid. Donc là, on voit que les urgences, ça continue à monter, et puis donc ça revient, l'activité. Et puis là, comme il y a beaucoup de patients qui se présentent avec des suspicions de Covid, on a occupé, en tout cas samedi, on avait occupé l'ensemble des lits. Du coup, on les prenait en charge aux urgences en confinement. Mais il faut bien voir que ça neutralise un box de consultation quand on fait ça. Alors, déjà, il y a des risques, parce que on n'aime pas, en effet, c'est ce qu'on disait, croiser les patients Covid avec des patients déjà avec des problèmes de santé. Et puis, on occupe une place qui n'est pour l'instant plus disponible pour voir les urgences. Donc, c'est ça le risque de saturer le système de santé, en fait. Alors, beaucoup de monde suit ce live, énormément de personnes suivent ces lives. On sent qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et énormément de questionnements qui circulent aussi sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions en direct dans les commentaires. Une première question qui vient, puis on reviendra à la suite du déroulement de cette interview. Quand on attrape le coronavirus une première fois, est-ce qu'on a une chance, un risque de l'attraper une deuxième fois ? Alors, oui, c'est possible. Enfin, en fait, déjà, je suis pas un spécialiste en virologie. Je l'ai déjà rappelé. Moi, je vois ce qui se passe sur le terrain. Je fais plus du témoignage. Je vais pas être la sommité scientifique qui va répondre aux questions. Je lis en fait ce qu'écrivent les chercheurs, les virologues. Je le retransmets, mais ça évolue. C'est-à-dire que on en apprend de plus en plus. Les dernières communications que j'ai vues, c'était de dire ça a l'air d'être possible, c'est rare, ça a l'air d'être possible. On le ferait sûrement de façon moins importante en étant recontaminé. Voilà, on n'a pas de notion de forme grave pour l'instant. Et ça n'a pas l'air d'être la majorité des cas. Voilà. Mais je suis obligé de vous dire ça n'a pas l'air, c'est probable, c'est possible, parce que c'est des connaissances qui évoluent. On a quand même, faut le rappeler, c'est un virus émergent, on le connaît que depuis début décembre. Et début décembre, on n'avait pas bien, on était vraiment sur la surprise. Donc il y a toujours des travaux en Chine qui nous aident beaucoup, et il y a des travaux là partout en France. Et puis nous, sur le terrain, on essaye de récupérer ce que les virologues, les infectiologues, les chercheurs nous transmettent des connaissances qu'ils font tous les jours. Alors, dans les questions qui se posent également, on entend parler de traitement miracle. Qu'en est-il exactement ? De possibles traitements miracles avec... Par définition, un traitement miracle, la chloroquine. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais de traitement miracle. Il y a des traitements, voilà. Donc oui, vous faites allusion à l'hydroxychloroquine. Alors, l'hydroxychloroquine, on a là des signes intéressants, on a des études qui montrent que ça a une efficacité. Une efficacité pour l'instant. Alors si on parle de l'étude du docteur Didier Raoult, alors c'est une étude préliminaire, elle est très incomplète, c'est pour ça aussi que ça discute beaucoup autour de cette question-là. Mais l'utilisation de l'hydroxychloroquine, nous dit-il, baisse la charge virale des patients. Alors le problème, c'est que la charge virale, c'est peut-être pas le meilleur indicateur par rapport à leur état clinique. On a des gens avec peu de charge virale qui font des formes très graves, donc c'est déjà pas forcément le meilleur indicateur, mais ça a un effet. Il se passe quelque chose. En Chine, ils avaient déjà publié, mais pareil, une étude qui était préliminaire et pas très documentée. Alors, je leur jette pas la pierre, ni à eux, ni à Raoult et son équipe. C'est très bien de travailler sur ça, mais c'est sûr que dans la période, on peut pas faire des grandes études avec un recul de plusieurs mois en double aveugle, avec sélection de patients, tout ce qu'on est capable de faire d'habitude. Là, on peut pas l'avoir tout de suite.
Donc après, la question qui se pose, et elle a été posée par plusieurs confrères, et elle est licite, c'est de dire, est-ce que sur la base de ces résultats insuffisamment documentés, forcément, parce qu'on va très vite, on commence à traiter, avec pas de garantie que ce soit très efficace et des effets secondaires potentiels. En même temps, ce médicament, c'est pas le dernier antiviral qu'on connaît pas du tout, qu'on a sorti il y a un mois et on va voir comment ça se passe. C'est un médicament qu'on utilise depuis très très longtemps, l'hydroxychloroquine, il y a aussi l'anilaquine, il y a 2 molécules très proches, mais c'est des médicaments qu'on utilise en rhumatologie, on les utilise depuis très longtemps, on connaît bien finalement leur profil de risque. Ça, c'est vrai. Donc, on peut avoir une utilisation raisonnée de ces médicaments. Alors, il ne faut pas, comme ça, penser que ça va tout régler. Déjà, on n'en est pas sûr du tout. Mais pour l'instant, on n'a rien. Donc, on peut commencer à traiter. D'ailleurs, certains hôpitaux l'ont déjà fait. Moi, j'ai reçu un protocole d'un hôpital du Nord où il y avait déjà le Plaquenil, l'hydroxychloroquine dans le protocole. On peut le faire, mais il faut bien être prudent quand même. En médecine, il faut toujours être un peu prudent. Ce serait bien que ça se fasse à l'hôpital, pour vérifier les effets secondaires. Enfin, on ne peut pas distribuer ça comme ça de façon massive dans la population sans aucun contrôle. Il y a des effets secondaires potentiels, donc il faut bien quand même qu'on mesure le rapport bénéfice-risque. Et puis, on ne sait pas encore vraiment l'efficacité, c'est tout simplement. Donc, je pense qu'on peut commencer à traiter en milieu hospitalier. C'est quelque chose qui doit commencer à se réfléchir et continuer les études, parce que voilà, on est tous un peu pris par le temps. Donc, c'est vraiment une question de rapport bénéfice-risque. C'est pas un miracle, c'est pas un traitement qui a tout solutionné. C'est une très bonne première piste et on doit remercier les gens qui travaillent là-dessus. Voilà, parce que faut pas. Je vois que ça fait polémique. Alors, on peut toujours discuter les méthodes un peu hétérodoxes, les approximations, les rapides, mais dans la période où on n'a pas le temps, c'est compliqué de faire autrement. Donc continuons à chercher, et d'ailleurs il y a plein d'équipes, le Plaquenil a été rajouté dans un des bras de l'étude nationale. Il ne faut pas négliger ça, parce que ce serait bien qu'on ait des retours très documentés. En même temps, ça ne nous empêche pas, sur de premiers résultats, même imparfaits, de commencer à se dire, essayons quoi. Essayons, parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Mais ça peut pas être, j'ai vu un titre de vidéo là qui disait on a le médicament et on nous le donne pas, c'est un meurtre. Non. Si on avait tous la certitude, on le donnerait. Là, on est dans l'incertitude avec peut-être une chance. Donc, commençons à exploiter cette chance et continuons à travailler. Voilà, il faut vraiment raison garder sur ces questions-là, parce que il y a pas de complot, il y a quelque chose qui sort avec un professeur de Marseille, Didier Raoult, qui est quelqu'un par ailleurs qui a été beaucoup décrié, parce que c'est un personnage, donc c'est vraiment un personnage, je vais le qualifier d'hétérodoxe, mais c'est pas non plus un illuminé qui sortirait de nulle part. C'est quelqu'un qui est un chercheur, même si après, le personnage est très haut en couleur. Donc essayons d'être à chaque fois dans la raison, et puis tentons, parce que ça a déjà commencé, d'utiliser le Plaquenil là où on peut le faire. Alors, une question qui revient dans les commentaires, notamment de la part de Sonia, qui demande, après combien de temps, quand on est atteint par le Covid-19, a-t-on les premiers symptômes ? Au bout de combien de temps ? Alors, on a déjà discuté cette question-là, mais c'est là encore, on est en pleine évolution. On nous dit que l'incubation serait de 2 à 12 jours, peut-être de 2 à 14 jours, ou la quatorzaine, avec un pic à 5-6 jours. Mais là encore, nos connaissances évoluent tout le temps, parce que c'est rare qu'on ait autant de recherches, autant de réponses même sur un virus émergent aussi récent. Alors évidemment, c'est parce que toute la communauté scientifique s'est mobilisée pour nous aider à y voir plus clair. Mais la science, normalement, c'est un peu long. Habituellement, des recherches sont faites sur le temps long. Là, c'est un peu le temps court, donc avec des choses qu'on dit, qu'on modifie quelques jours après, parce que c'est pas ce qu'on avait prévu. Donc c'est vrai que ça donne des fois des sentiments de cafouiller un peu. Alors c'est parce que si on avait à chercher sur le coronavirus, il y avait des équipes qui cherchaient, qui étudiaient le coronavirus, qui ont vu leur crédit coupé il y a quelques années parce qu'il n'y avait plus de sous. Sauf que c'est désolant. J'en suis vraiment
je peux en être fâché, mais sauf que ça change rien aujourd'hui. Là, on est quand même dans une situation où on essaye tous de trouver un truc et puis de prendre les choses au mieux. Alors, on comprend bien, vous agissez avec les moyens dont vous disposez. Qu'en est-il des masques, de la question des masques et de leur utilisation aujourd'hui ? Les masques, alors, on avait déjà posé cette question sur le premier live, en me disant, est-ce que ça sert à quelque chose, les masques ? Ma réponse était, non, ça sert à rien, sauf les masques FFP2. En fait, il faut bien comprendre, parce qu'on ne pose pas toujours bien la question. Le masque chirurgical, qui aujourd'hui est plutôt disponible, même si, visiblement, on n'en a quand même pas assez, j'y reviendrai. Le masque chirurgical individuellement n'est pas une réponse. Ce n'est pas un masque protecteur, c'est un masque anti-projection. Donc on ne va pas être protégé d'un patient qui n'aurait pas de masque, qui nous crache dessus si on a un masque chirurgical. Par contre, si on est malade et qu'on a ce masque chirurgical, les grosses gouttelettes qui sortent aux éternuements, aux expectorations sont arrêtées par ce masque. Et donc, on ne va pas contaminer les autres. Par contre, les petites gouttelettes à distance, 50 cm, qui sont un peu pulvérisées ou qui sont aérosolisées, passent ce masque. Donc, on est contaminé. Voilà, c'est ça la problématique du masque chirurgical. Le FFP2, c'est un masque protecteur. Alors, pourquoi on dit il n'en faut pas à tout le monde ? On pourrait en mettre à tout le monde, mais pour l'instant, on n'en a pas. On n'en a pas et ils sont comptés dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on les utilise avec vraiment parcimonie. Parce que moi, j'en ai utilisé un dans ma dernière garde. Je l'ai gardé 24 heures. Normalement, ça change toutes les 4 heures. Alors, après, l'utilisation que j'en fais, c'est que je le mets derrière quand je fais autre chose que de voir un patient, parce que moi je suis en SMUR, je me déplace en voiture, je ne garde pas en attendant le masque pour aller voir le patient. Quand je vois le patient, je le mets. Quand je vais écrire, je l'enlève. Pour l'utiliser le plus longtemps possible, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Donc, après, la question qu'on pourrait se poser sur les masques, mais les masques chirurgicaux, leur utilisation pourrait être une protection collective. C'est pas une protection individuelle, mais ça pourrait être une protection collective. Parce qu'en effet, si on en met sur la tête de tout le monde, tous ceux qui toussent et qui sont contaminés ne vont pas contaminer les autres et on s'auto-protège tous les uns des autres. Mais ça peut pas être une logique individuelle, ça marche pas pour ces masques-là. Sinon, c'est en effet un FFP2, mais je l'ai dit, le FFP2, on en manque. Et puis, le FFP2, il y a une réalité, c'est que c'est quand même... ça doit être bien posé, fixé, là on appuie sur le nez pour que ce soit hermétique parce qu'on respire au travers. C'est assez pénible à porter au long cours quand même. Et pourquoi on manque de ces masques FFP2 ? On en avait des centaines de milliers. C'est ce qui avait été commandé pour le H1N1. Alors à l'époque, on a dit, on en a trop fait, on a trop commandé, ça a coûté cher pour pas grand-chose. Du coup, il y a eu c'est 2011, j'ai lu que c'était 2011, Xavier Bertrand, qui était à l'époque ministre de la Santé, qui a dit, on les renouvelle pas. Ça a été confirmé par les autres ministres de la Santé, Marisol Touraine et puis Agnès Buzyn. Donc, ces stocks ont été arrêtés. On a fait le choix de n'acheter que des masques de protection. Je pense que c'est une erreur. Il semble que ce soit une logique économique qui ait guidé ces choix, donc ça c'est quand même extrêmement inquiétant. Mais en tout cas, on pourra revoir ensuite pourquoi, comment. Le fait est qu'il n'y a plus de stock de masques FFP2. Et donc là, on est en train de courir pour en recommander. Alors on nous annonce que les commandes ont été passées. Alors elles ont été passées sûrement tardivement, parce que visiblement c'est assez récent ces commandes, on n'a pas anticipé du tout. Là encore, on va pouvoir polémiquer, j'ai lu plein de choses, des appels à la vengeance. Polémiquons, mais plus tard. Là, de toute façon, concrètement, il faut travailler pour que les entreprises fournissent ces masques FFP2. Je pense qu'il y en a, il y a des entreprises sur notre territoire qui sont capables de les fabriquer. Donc voilà. D'ailleurs, ce serait bien d'arrêter de délocaliser. J'ai vu qu'on voulait fermer une usine qui produit la dernière usine qui produit bouteilles d'oxygène en France. Quand même, on cherche les problèmes. Gardons quand même des vraies capacités à produire nos appareils de santé et nos médicaments sur le territoire. C'est quand même, j'ai été un peu sidéré. Dans la période, continuer à dire on va la fermer, non. Si le patron de cette entreprise veut la fermer, très bien, nationalisons-la, récupérons-la, et ça doit être un bien commun, très utile. Mais en tout cas, il faut vraiment, s'il y a une leçon à retirer, c'est que il faut qu'on ait les capacités à répondre à nos besoins sur les territoires. Voilà, qu'on ne soit pas dépendant de containers qui arrivent et qui mettent un temps fou, même avec des pratiques extrêmement douteuses, puisque j'ai vu qu'un pays de l'Est avait réquisitionné des masques et des respirateurs destinés à l'Italie, au passage.
on arrive à des comportements qui ne sont pas admissibles. Donc voilà, là, les masques FFP2, il faut absolument que les gens au contact des patients les aient. Alors, tout d'abord, le personnel soignant, plus largement, ceux qui sont en contact de beaucoup de public, il faudra vraiment faire ça. Et puis après, il y a une réflexion à se poser sur des masques sur la figure de tout le monde. Pas, je l'ai dit, pour une protection individuelle, mais pour une protection collective. Pour l'instant, il semble qu'on n'ait pas la capacité à le faire. Voilà, on n'a pas la capacité en nombre de masques. Donc là aussi, des questions à se poser. Puis après, j'ai entendu des polémiques sur l'isolement, enfin sur le confinement. En disant, c'était beaucoup rattaché à l'hydroxychloroquine, on a le traitement, il faut tester tout le monde et puis traiter les patients et il n'y a plus besoin de confinement. Alors, sur le papier, le raisonnement se tient. Si on avait un traitement dont on est sûr qu'il est efficace, il faut absolument tester tout le monde. Les tests, c'est encore un autre problème, on y reviendra. Je pense qu'il faut tester beaucoup plus largement qu'on ne le fait. Mais si on avait un traitement, on teste, on traite, et puis ceux qui sont malades restent à la maison le temps du traitement, les autres peuvent sortir. Sauf qu'on n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. Le confinement, ça reste essentiel. Parce que pour l'instant, on a ça. C'est-à-dire qu'on a un traitement, peut-être. Voilà, on va l'essayer. On est déjà en train de l'essayer, mais on n'a pas de certitude sur sa totale efficacité, sa totale innocuité. On n'a pas assez de tests. Alors les tests, je disais, il faudrait sûrement tester plus parce que j'entendais un de mes confrères, mais il a raison, qui disait quand on vient avec des symptômes de coronavirus et qu'on n'est pas testé, on est moins attentif, on est moins concerné parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Alors quand on est testé et qu'on sait qu'on a le coronavirus, on fait attention au sien encore plus. On sait que là, on est dangereux et finalement, les mesures barrières, continuer à les appliquer, le lavage des mains, de la distance. Tout ça est mieux appliqué si on sait qu'on l'a. Donc, de toute façon, ça vaudrait le coup de tester. Et puis, si on découvre si on se met d'accord sur un protocole de traitement, il faudra de toute façon tester parce qu'on ne va pas donner des médicaments comme ça à l'aveugle. Là, le bénéfice-risque ne serait pas bon. On aurait beaucoup d'effets secondaires pour peu de résultats. Il faut traiter les patients qui sont malades, évidemment. D'accord, donc sur les tests, il n'y en a pas pour tout le monde en fait. Il y a des questions qui reviennent. À quand les tests? Quand est-ce que ça va arriver? J'ai le cancer du poumon, ai-je droit à un test? On gère la pénurie en fait en ce moment. Oui, on adapte notre stratégie, je pense, à une gestion de pénurie. C'est pas je pense, je suis vraiment persuadé. On aimerait bien faire des tests parce que tout de suite on peut répondre aux gens et puis on peut savoir vraiment qui isoler de façon très importante ou pas. Mais pour l'instant, la capacité des tests, alors jeudi, je ne sais pas si ça évolue parce que tout bouge très vite quand même, mais jeudi, on me disait qu'il y avait 27 tests disponibles dans la journée pour l'hôpital de Creil. C'est insuffisant, 27 tests. Il faudrait qu'en effet on soit capable de tester. Alors pour ça, il faut mettre en place les capacités à ce que nos machines de PCR testent le coronavirus. Alors je ne sais pas où on en est de ça. Je suis pas biologiste non plus. Vous pouvez pas. C'est compliqué parce que vos questions elles sont très très vastes et concernent plusieurs spécialités. Dans la médecine on ne sait pas tout. Moi je ne sais pas tout. Je sais prendre en charge l'urgence, voilà. Mais en tout cas, quand je pose la question à mes collègues, pour l'instant on n'a pas les capacités à le faire. Là encore, il y a sûrement de l'imprévoyance parce que je vois quand même la capacité qu'ont eu certains pays, la Corée étant le modèle visiblement là-dessus, à tester massivement les gens et puis justement à appliquer des méthodes de confinement à ceux qui étaient positifs. Ça s'est révélé efficace. Donc il faut qu'on apprenne des autres pays et tout ce qui concerne les pays asiatiques qui ont été les premiers touchés sont des mines d'enseignement sur ce qu'on peut faire, quoi. Donc oui, je pense qu'il faut tester massivement. Pour l'instant, on fait avec les tests qu'on a. Nous, après, je ne suis pas ministre de la Santé, sûrement un jour, franchement. Il y a peu de chance. Mais le ministre de la Santé actuel, c'est son boulot, c'est pas le mien. Moi, ce que je vois, c'est que je suis dans un hôpital, dans des urgences ou demain à la prison. J'ai un nombre de tests possible. On va essayer de trouver, nous, une méthode pour voir qui il faut tester absolument, ce qui va être le plus rentable. Donc les patients qui, en effet, ont des pathologies associées, qui présentent des signes déjà, parce que on ne va pas tester là des gens qui n'ont pas de signes.
Mais des patients qui présentent des signes et qui ont des pathologies associées, là, on va quand même aller tester parce que ceux-là ont plus de chances de faire une forme grave. On va être à peu près sûr parce qu'on va sûrement les garder. Donc, s'ils sont négatifs, on peut les renvoyer. S'ils sont positifs, il faut les garder. On va plus traiter le personnel tester le personnel soignant parce que ils sont en contact avec beaucoup de gens fragiles et eux, s'ils sont positifs, il faut qu'on le sache parce que il y a des mesures d'éviction à prendre. D'ailleurs, c'est une vraie inquiétude, ce personnel soignant qui se contamine parce que ils sont potentiellement dangereux pour leurs propres patients. Ils sont tous extrêmement conscients d'ailleurs, ils font très attention à ce sujet. Et deux, si on les met à la maison, c'est nos services qui ne tournent plus. C'est nos équipes qui sont amputées de ces professionnels et puis on va avoir une difficulté. D'où la protection vraiment nécessaire de ces équipes de santé. Très large, les équipes de santé, parce que, y compris les gens qui font le bio-nettoyage, s'ils ne sont pas là, on s'en est vite rendu compte. On était dans une difficulté terrible. Donc voilà, ces tests, pour l'instant, c'est des stratégies qui vont être mis en place. Et puis, on se rend compte que alors c'est pareil, on ne pourra pas le faire à tout le monde parce qu'on n'a pas des machines, mais le scanner thoracique est sûrement encore plus discriminant que le test. Parce que les images sont vraiment faciles à repérer de pneumopathie interstitielle sur un scanner. Donc voilà, on est en train d'inventer, en fait. Un panel de possibilités en fonction des moyens dont vous disposez. Oui, ça, on fait Skoda. Il faut dire, c'est bien fait. Alors, concernant les gens qui continuent à aller au travail, on est confronté à un certain nombre de questions. Par exemple, un témoignage qui nous vient de Toulouse. Donc, une personne dont la femme est actuellement au lit depuis une semaine avec 38 à 42 fièvres, qui n'a pas de signes graves, donc pour le moment reste à la maison, mais à qui le SAMU au téléphone dit oui, vous avez certainement le coronavirus, mais bon, on peut pas vous tester, donc c'est une suspicion. Et donc le mari qui est cuisinier dans un EHPAD, sa direction lui dit non, puisqu'il n'est pas testé, elle n'est pas testée, continuez à venir travailler. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis pour le fait qu'on applique un minimum, on nous rebat les oreilles toute l'année avec le principe de précaution, toute l'année, et sur des choses des fois où, franchement, on abuse. Et là, tout à coup, on oublie. Faudrait arrêter d'aller dans tous les sens. Je veux dire, c'est quand même une patiente qui a des signes, on ne peut pas la tester, c'est pas sa faute. Elle est probablement atteinte du Covid. On ne va pas balader, vraiment, c'est une très mauvaise idée d'aller balader son mari dans un EHPAD, parce que c'est là où on a tous les patients qui vont faire des formes graves potentielles. Donc, moi, ça me paraît un peu hallucinant comme façon de faire. Mais de toute façon, on n'est pas bon là sur ce confinement. Pour l'instant, je disais, on n'a que ça. Moi, je demande vraiment, super, qu'on ait un traitement et qu'on puisse arrêter ce confinement. Moi-même, ça me gave de rester à la maison, normal. Pour l'instant, il faut le respecter parce qu'on a vraiment que ça. Et j'ai du mal à comprendre qu'il y a encore des activités non essentielles qui tournent, quoi. Alors, j'ai du mal à comprendre la sortie de la ministre Pénicaud, là, qui explique aux gens du BTP que quand même, les tirs au flanc, c'est pas l'État qui va payer. Mais s'il n'y a pas d'urgence à finir les bâtiments, mais que ces gens restent chez eux. C'est pas une question de tir au flanc, c'est une question de logique sanitaire. Rien compris, cette dame-là, je crois. Donc, à un moment donné, j'ai des jeunes confrères qui ont fait un appel, quoi les jeunes sont souvent plus pragmatiques, qui ont fait un appel à un confinement plus dur, en fait, en ne préservant que les activités essentielles. Je pense qu'ils ont raison. Tant qu'on n'a pas trouvé un traitement, tant qu'on n'a pas des tests de façon massive, c'est la seule solution. Et c'est limiter tout ce qu'on disait, le passage de ce virus. On aura sûrement des contaminations à la fin, sensiblement dans le même nombre. Mais par contre, et je l'ai répété, si c'est 1000 patients qui sont contaminés, qui arrivent aux urgences de Creil, sur l'hôpital de Creil, et pour que les urgences, c'est tout l'hôpital qui est mobilisé sur cette question-là, mais qui arrivent à l'hôpital de Creil, on ne peut pas les prendre en charge. Si les mêmes 1000 patients arrivent sur 20 jours et que c'est 50 par jour, on peut les prendre en charge. Voilà, c'est tout bête à comprendre. Il ne faut pas saturer le système de soins. Vraiment, parce que il y a beaucoup de formes qui sont bénignes, il y a des formes plus sévères, il y a des formes très graves. Les formes sévères, on a les capacités, si on les prend bien en charge, de régler le problème. L'essentiel des formes très graves aussi, si on a les lits de réanimation, l'essentiel, pas toutes. Par contre, si tout le monde arrive en même temps, on ne pourra pas prendre les formes graves et les formes très graves parce qu'on sera saturé. Et là, c'est là qu'on va faire exploser le
confinement est ce moyen pour l'instant. Je crois que ça a coupé. Ah, Non ? non, ça va, ça continue. Bon. Ça Le continue. confinement est ce moyen pour l'instant en attendant d'autres solutions thérapeutiques. D'accord, donc on peut peut-être s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Donc on le rappelle, confinement le plus strict possible. Hein. Vous soutenez l'appel de vos jeunes confrères à un confinement strict pour protéger en premier lieu le personnel soignant et faire en sorte que l'épidémie ne prenne pas plus d'envergure plus rapidement et de manière incontrôlée. Deuxièmement, sur l'utilisation des masques, ce que vous dites, c'est qu'il faut aussi la réserver en priorité aux soignants, l'utilisation des masques, puisque pour le moment, il n'y en a pas assez, FFP2, et essentiellement l'utiliser quand on est malade. Oui, ça par contre, je comprends bien. Si on n'est pas la capacité aujourd'hui d'avoir une stratégie de masquer toute la population parce qu'on manque de masques, par contre, tous les patients qui sont malades ou qui toussent doivent avoir des masques chirurgicaux. Parce que là, eux, tout de suite, ils protègent tous les gens qui sont autour d'eux par le blocage des projections. Voilà, donc vous en appelez aussi à une action plus coordonnée, plus claire de la part du gouvernement, c'est ça, concernant les mesures prises, des moyens qui sont promis mais qui mettent un peu du temps à arriver. Peut-être une toute dernière question concernant cet hôpital militaire de campagne qui a été mis en place dans l'Est. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Est-ce qu'il en faut d'autres ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une bonne mesure. Tout ce qui pourra être apporté pour aider, alors particulièrement en Alsace, où là, leur capacité d'accueil a été débordée par le nombre de patients. C'est typiquement ce qu'il faut réussir à éviter partout. C'est pas simple, parce qu'on ne sait pas trop où on en est encore du pic. Si on est au début à un tiers de la courbe, presque en haut de la courbe, sûrement pas presque en haut de la courbe. On a sûrement une vague à venir. Mais tous les moyens qui peuvent être utilisés, donc, y compris le système de santé de l'armée, sont les bienvenus. Mais vraiment, mobilisons. Et d'ailleurs, il faut vraiment essayer faudrait une logique de tri sur ces grands centres. Alors, je ne sais pas si on a la capacité à le faire aujourd'hui. On a quand même été... c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de désertification médicale, de manque de médecins, parce que ça fait des années qu'on a ce problème et qu'on n'y répond pas. Donc, pourtant, il faudrait qu'on soit capable de faire des centres de consultation un peu déportés où on verrait tous les patients Covid, où on pourrait orienter ceux qui doivent aller à l'hôpital, où on pourrait renvoyer en ville. Alors, pourquoi déporter ? Parce que, là encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais sauf à réserver des plages de consultation bien précises pour les Covid, et c'est pas facile dans un cabinet de ville, il y a quand même un vrai danger à ce que les patients Covid viennent dans les salles d'attente des médecins là où il y a des patients fragiles. Alors, on n'a pas rien fait. Il y a là encore on peut les rappeler, mais la sécurité sociale a mis en place des arrêts de travail pour les patients en ALD. Il suffit d'aller sur le site amélie.fr, ils ont mis ça, c'est très bien, et ça permet que ces patients qui travaillent et qui ont des affections de longue durée soient mis en arrêt automatiquement par la sécurité sociale. Je ne sais plus pour une durée de combien, je crois que c'est 21 jours, mais je vais peut-être dire une bêtise, pour pas qu'ils aillent voir leur médecin traitant, pour qu'ils soient protégés. Donc ça, c'est une bonne mesure. On a aussi une reconduction des ordonnances, donc le renouvellement automatique des ordonnances qui peut se faire en pharmacie. On n'est plus forcé de voir son médecin, ça permet de ne pas aller dans les lieux contaminants. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place, il n'y a pas rien qui est fait, mais c'est vrai que on aurait besoin sûrement de plus encore. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On se redonne rendez-vous ensemble pour un live dans la semaine. On a bien compris que ce ne serait pas demain, parce que vous êtes au centre pénitentiaire et que le téléphone ne passe pas. Mais peut-être mercredi ou jeudi pour un live toujours utile et très suivi. On le voit sur les réseaux, il y a énormément de questions encore qui se posent. Et merci beaucoup de nous aider à y répondre. De rien. Et donc à très vite. Bonne journée.